La critique analyse du chapitre 1023 ? Oui, elle arrive, pas de souci. Ce chapitre était un chapitre tranquille, peinard, petit chapitre de transition comme Eiichiro Oda, il aime bien le faire. Pas trop de révélations, pas trop de hype pour les futurs combats. Bref, un petit truc sympa, je sais même pas si je vais vous faire une critique analyse. Voilà. Non, parce que je vous connais, hein. Je sais que vous étiez tous à attendre que j'allais vous dire que ce chapitre était complètement dantesque, qu'il était incroyable, que c'était le meilleur chapitre de l'année, qu'il y a eu plein de trucs absolument incroyables. Il y a eu quoi ? Bah, Sanji, hein ? On apprend plein de choses par rapport à son pouvoir et l'évolution de celui-ci par rapport à la Red Suite. Zoro, les origines de Zoro et son lien avec Ryuma. Je me marre. King, lui encore mieux. Le mec il fait du feu, il a des ailes, bah tout simplement c'est la nouvelle race, hein. C'est une race, hein, les Lunaria, hein. Voilà. Et la fin, Momo directement, voilà, un super gros dragon. Voilà, la grosse hype de malade, le combat de Momo contre Kaido, Luffy qui est devant là en mode ouais bien vénère, on va les niquer la gueule à Kaido, ça y est on va sauver Wano Kuni. Le retour de Inuarashi et Nekomamushi en mode Sulong, voilà, comme ça, aucun élève, aucun souci. Que voulez-vous que je vous dise ? Que ce chapitre était le meilleur de l'année, qu'il était absolument dantesque, qu'il était absolument dingue, et que pour cette critique analyse, je vais pas vous faire une, ni deux, mais bien 3 théories. Alors, vous êtes pas prêts ? Asseyez-vous bien, parce que c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1023. On va commencer cette vidéo par la première partie. La première partie, c'est les 3 combats que je vais appeler les petits combats subsidiaires. Il s'agit de celui de Inuarashi contre Jack, Perospero contre Nekomamushi et Raizo contre Fukurokuju. Bah d'ailleurs, on va commencer par ce 3e combat. Ce 3e combat, c'est un truc qu'a l'habitude de nous faire Eiichiro Oda. On est dans la pure symbolique. C'est-à-dire qu'on en a un qui combat par rapport au rôle qu'il est, c'est-à-dire qu'il est le gardien de la garde du Shogun. Et quel que soit le Shogun, lui, il va remplir ce rôle. Et d'un autre côté, on va avoir Raizo qui lui va plutôt combattre pour un bien commun, celui des fourrures rouges, celui de protéger Wano Kuni, de délivrer même Wano Kuni et de pouvoir mettre en place Momo qui sera un shogun normalement, qui sera digne d'Oden, parce qu'il faut bien se rappeler que tout ça est lié à la mort d'Oden qu'il y a eu il y a plus de 20 ans. Combat, on se doute bien que Raizo va gagner. Par contre, contrairement à ce que j'avais dit une dernière fois, c'est-à-dire que tous les fourrures rouges devront mourir, ici le combat n'est pas assez dantesque, oui j'aime bien ce mot, pour que Raizo meurt. Et même avec maintenant un petit peu de recul, je pense qu'il va y avoir seulement qu'un mort au niveau des fourreaux rouges, ça sera la mort tout simplement de Kinemon. Oui je sais, Okiku s'est fait transpercer, elle a perdu un bras, mais on est dans un manga, hein, c'est One Piece, donc je pense qu'elle va réussir à s'en sortir. Mais oui elle va réussir. On passe maintenant sur le combat de Nekomamushi ainsi que de Inuarashi. Et là, Eiichiro Oda, il m'a un petit peu surpris. Alors normalement, il n'aurait pas dû me surprendre parce que d'un point de vue scénaristique, il avait commencé à le mettre en place. Comment, me direz-vous ? Eh bien, c'est tout simple. Le combat de Perospero contre Nekomamushi, il se passe à l'extérieur. Et comme à l'extérieur, il n'y a pas de toit, on a la lune qui apparaît, et là, carrément dingue, c'est-à-dire qu'au niveau de Inuarashi, il emmène Jack à un endroit où il y a un trou dans le toit, ça doit être sûrement le trou qui a été fait par Big Mom, et là, forcément, il y a les rayons de la lune qui arrivent. Le truc qui m'étonne, et que je pensais qu'il allait plus avoir de transformation sous longue, c'est tout simplement que la transformation sous longue demande énormément d'énergie. Ça, c'est Carotte qui nous l'a dit, et même si des fois, ils ont pas assez d'énergie, ou s'ils ont pas une bonne maîtrise, eh bien, ils deviennent complètement bestiales, comme ça a été le cas avec Pecoms. Et là, on peut justement imaginer ça. C'est-à-dire que Nekomamushi ainsi que Inuarashi combattent, ils ont encore toute leur lucidité, bam, ça pète de tous les côtés. Et à un moment, vu qu'ils sont fatigués, hein, c'est pour ça que je pensais qu'il n'y allait pas avoir de nouvelles transformations, eh bien, ils pètent les plombs ou par rapport à quelque chose qui a été dit. Et là, ils deviennent en mode Sulong, mais hyper badass, hyper vénère. Les yeux sont déjà rouges, donc ils seront encore plus rouge, et là ils vont tout démonter, qu'on ait Vanda ainsi que Carotte qui soit aussi en mode Sulong et qui attaque Perospero, mais bref, qui soit là un petit peu pour faire revenir à la raison Nekomamushi avant qu'il ne tue Perospero. Le truc aussi que j'avais pas vu, alors ça c'est dans les commentaires et je vous remercie beaucoup, j'avais pas vu que Jack était en mode hybride. Et le mode hybride, j'ai essayé de zoomer un petit peu sur la page, il semblerait que dans son mode hybride, il garde
les 4 pattes d'éléphant, mais que son torse, lui, soit toujours en mode presque humain, avec de la puissance, de l'attaque, je sais pas. Bref, ça pourrait être vraiment classe. Encore une fois, il existe plusieurs versions hybrides d'un Zoad. C'est ce qu'on a vu avec la transformation de je ne sais plus qui, mais je sais qu'il y a plusieurs versions. Luchi, tout simplement. Donc, essayez de voir un petit peu comment ça va être, mais j'attends quand même beaucoup de badassitude de ces deux combats. Bon, maintenant on va attaquer lourd, on est parti sur la partie théorie. Donc on prend un petit peu de café et on va commencer à essayer d'expliquer certaines choses que nous a mis en place Eiichiro Oda. Premièrement, on va parler de King. King a des ailes dans le dos et il produit du feu. La semaine dernière, on a appris que justement, il faisait partie d'une race qui était au niveau de Redline, qui était la race des dieux, et après, il y a eu Marijoa qui a été construit sur cet emplacement, donc on a pu penser justement que Marijoa, les dragons célestes ont tout simplement annihilé cette race, et que lui, King, serait l'un des derniers descendants de cette race, et c'est d'ailleurs pour ça que Big Mom veut absolument l'avoir, parce que c'est l'une des 3 races qui lui manque avec les géants, et l'autre race, c'est peut-être la race des reptiliens. Le truc qui m'a fait un petit peu réfléchir, c'est que les ailes qu'il a dans le dos, ce sont des ailes noires. Alors, je pense pas qu'il a peint ses ailes pour être raccord avec sa tenue. Ça m'a fait penser un petit peu à un côté biblique, c'est-à-dire les ailes noires des anges déchus. Et là, j'ai repensé à une vieille théorie que j'avais fait il y a très longtemps au sujet d'une 4e race qui était au niveau de la lune sur les fresques qu'on voit avec NR. J'ai imaginé qu'il y a plusieurs milliers d'années, là on est dans les 1200, 1300 ans, il y a eu une guerre au niveau de la lune. Une guerre entre 3 races qui étaient ensemble, c'est tout simplement les Bilkans, les Skypiens et les Shandias, qui étaient en guerre contre la 4e race qui était les Lunaria. Les 3 races ont gagné contre les Lunaria et les Lunaria ont été bannis sur Terre, et eux se sont mis, vu qu'ils ont un petit peu cet esprit de grandeur, se sont mis sur l'endroit le plus haut de One Piece, qui était tout simplement Redline. Les années ont passé, et suite à la guerre qu'il y a eu sur la Lune, eh bien, c'est à cause de ça qu'il n'y a plus eu de ressources. Quelques centaines d'années plus tard, eh bien, les 3 races qui étaient restées, qui étaient les Bilkans, les Skypiens, ainsi que les Chandorias, ont dû aller sur Terre. Sauf que il y avait déjà les Lunaria qui étaient là, et ils ont décidé de s'installer sur des endroits de One Piece, c'est-à-dire dans les airs au niveau des nuages, et après sur une terre qui était Jaya, mais en aucun cas ils se sont mis sur Redline. On passe maintenant à 900 ans. C'est le début de la guerre qui a été initiée par Im-sama entre l'ancien royaume et la coalition des 20 royaumes. Sauf que pendant plusieurs années, la guerre a atteint une sorte de statu quo où personne n'arrivait à avoir plus la puissance l'un sur l'autre. Et là, Im-sama a pensé tout simplement à cette race qui était au niveau de Redline et a demandé l'aide de cette race en jouant un petit peu sur le ressenti, l'amertume de cette race qu'elle avait envers les 3 autres, c'est-à-dire l'amertume des Lunaria contre les Skypiens, les Bilkiens, ainsi que les Shandias. Im-sama a dit, si tu nous aides à conquérir l'ancien royaume, eh bien après, nous, la coalition des 20 royaumes, on va pouvoir vous aider, vous, les Lunaria, à détruire ceux qui vous ont bannis et exilés de la Lune. Au moment où Im-sama devait aller aider les Lunaria, eh bien, elle a tout simplement décidé que les Lunaria étaient une très grosse, une trop grande même menace par rapport à son destin, par rapport à son ambition, et a décidé tout simplement de les exterminer et de mettre sur les ruines, sur les cendres de leur royaume, le royaume des Lunaria, le royaume tout simplement de Marijoa. Sauf que comme d'habitude, quand on veut exterminer une race, on n'arrive jamais à l'exterminer en entier, et c'est pour ça que, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le petit King a un petit ressenti contre le gouvernement mondial, et c'est pour ça qu'il a été dans l'équipage de Kaido, afin d'exterminer le gouvernement mondial, et pourquoi pas plus tard, cette race des Bilkiens, des Skypiens et des Shandias. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé d'un mec en noir avec des ailes dans le dos et qui fait du feu. Maintenant, on va parler aussi d'un mec en noir qui fait du feu et qui a des sourcils en vrille. Je veux bien sûr parler de Sanji. Pour ceux qui n'ont pas répondu Sanji,
Je pense qu'il y a un léger problème au niveau de vos neurones. Mais ça, c'est un détail. Je sais pas ce que je peux faire pour vous. Continuez à regarder mes vidéos. Je pense que ça pourra vous aider. Bref, tout ça pour dire que maintenant, on va parler de Senji. Et Queen nous annonce que, en parlant de Senji, qu'il y a une race qui fait du feu qui s'appelle les Lunaria. Donc, dans une case, on parle de Senji. On parle des Lunaria. Donc, assemblage. Donc, Senji et a de l'ADN de Lunaria en lui. C'est hyper facile, mais à mon sens, c'est hyper faux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qu'a fait Ichiro Oda, c'est une petite pirouette narrative, c'est-à-dire qu'il permet, et ça c'est hyper courant, il permet, en parlant d'un personnage, d'expliquer l'identité d'un autre personnage. C'est pas parce que le pouvoir qu'utilise Senji fait penser à celui d'une autre race qu'il y a obligatoirement un lien entre l'autre race et Senji. Si on reprend Jaji, la connaissance qu'il a au niveau de l'ADN, c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de faire les clones, il a travaillé avec Vegapunk. Quand on sait ce qu'a fait Vegapunk, le fruit de Momonosuke, qui selon le CP0 est une erreur, était un projet avorté, quand on voit ce qu'est devenu Momonosuke, on peut se dire que la maîtrise qu'avait Vegapunk au niveau des fruits du démon était absolument incroyable. Et Jaji est quelqu'un aussi d'hyper intelligent. Il a travaillé sur le génome avec Vegapunk et il a aussi une maîtrise au niveau des fruits du démon. Si on reprend les pouvoirs des autres personnes, c'est-à-dire des autres enfants de Jaji, on a certes le pouvoir de Ichiji qui est lié, alors c'est pas celui d'Ichiji, c'est celui de Niji qui est en lien avec l'électricité, donc tout de suite on peut faire le lien avec les Minx ont aussi ce pouvoir, donc on peut imaginer que Jaji a pris de l'ADN des Minx et qu'a pris leur façon de faire l'électricité, sauf que ils ne font pas de l'électricité n'importe comment, c'est lié à leur poil, c'est lié à l'électricité statique et c'est grâce à ça qu'ils font de l'électricité. C'est pas pour ça que Niji va avoir des poils sur son corps et faire de l'électricité. C'est quelque chose qu'il a en lui. Il crée de l'électricité, grâce à son ADN. Après, on a Raizu qui, elle, a une maîtrise du poison. Il n'y a pas une race qui crée du poison. Après, si on prend Ichiji, lui, c'est plus au niveau de rayons laser. Il n'y a pas une race qui fait des rayons laser. C'est Vegapunk qui l'a créé pour le mettre dans les PX. Et c'est peut-être lié au fruit du démon, justement, de Kizaru. Là où je veux en venir, c'est que les enfants de Jaji ont des pouvoirs liés au fruit du démon. Et je pense que Jaji, quand il a fait les expériences sur ses enfants, il avait déjà une maîtrise au niveau du fruit du démon. Il faut bien se rappeler, chose hyper importante, c'est que dans la bibliothèque des Vinsmoke, dans la bibliothèque des Vinsmoke, quand on voit le flashback de Senji, il y a le livre sur les fruits du démon. Il est sûr et certain que Jaji a réussi à extraire l'ADN de certains fruits du démon, voire même de personnes qui avaient ce fruit du démon, parce qu'on sait que dans les fruits du démon, quand quelqu'un ingère un fruit du démon, le fruit du démon fait partie de la personne. C'est comme ça qu'ils ont fait le fruit du démon de Momonosuke, c'est parce qu'ils ont extrait de l'ADN de Kaedo, et à partir de là, ils ont extrait son fruit du démon. Donc, si on part du principe que, et c'est ce que je pense, que les expériences sont liées à un fruit du démon, on a le fruit de Magellan pour Raizo, on a le fruit de Kizaru pour Ichiji, on a le fruit du démon de Ener pour Niji, et on a le Meranomi pour Senji. Et oui, Senji a l'ADN du fruit du démon de Ace et de Sabo en lui. Maintenant, la question est de savoir quel est le rôle de la Red Suite sur Senji. Senji est un enfant raté de la bouche de Jaji. Sauf que ce qui se passait, c'est que Senji, lui, quand il était enfant, il voulait cuisiner. Lui, il voulait faire plaisir, il ne voulait pas taper, il ne voulait pas détruire. Il avait, depuis longtemps en lui, ce pouvoir qui sommeillait, sauf qu'il n'avait pas cette volonté inconsciente de l'éveiller. Contrairement à ses frères qui, eux, leur but, c'est d'être puissants. Le but, c'est de faire mal. Le but, c'est de contrôler. Et c'est seulement qu'après,
quelques moments de Enies Lobby, par une certaine détermination, par un certain besoin, qu'il a réussi à éveiller une toute petite partie de l'ADN du pouvoir qu'il avait en lui et ainsi pouvoir faire du feu. Le fait d'avoir le Red Sweet est fait pour lui. Il ne s'enclenche que face à l'ADN de Senji. Et donc, à force de le mettre, toujours dans ce désir de devenir plus puissant et d'aider les personnes, parce que s'il utilise son Red Sweet, c'est parce qu'il n'a pas d'autre alternative. Et donc, c'est ce qui lui a permis, ici, d'éveiller le plein potentiel de son ADN. Tu reprends depuis très 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 longtemps tout ce qui arrive à Senji. Combien de fois il a combattu et il s'est pété la jambe. C'en est presque un running gag. Et bien ça, c'était tout simplement un foreshadowing d'Eiichiro Oda pour nous dire que là, le Senji que vous voyez, le Senji qui combat contre Vergo, qui se fait péter la jambe, qui est une grosse merde parce qu'il ne maîtrise pas assez son haki, eh bien ça, c'était quelque chose qui nous était montré avant pour nous dire que, vous voyez ça, et bien ça, ce point faible qu'a Sanji, eh bien il va être modifié. Modifié par quoi? Tout simplement par sa Red Sweet qui va permettre à son métabolisme de devenir plus puissant, à ses tibias d'avoir cet exosquelette en lui, et maintenant, quand il va foutre des putains de tatanes avec ses pattes, il va pas y avoir que du feu, que l'autre va se prendre dans la gueule, il va se prendre des bons grands coups, et son tibia, enfin, son tibia ne va plus se péter. On va parler maintenant de Zoro. Alors ça fait longtemps qu'on dit que Zoro serait un descendant de Ryuma, et maintenant je pense que c'est acté et c'est génial. Mais là la question à se poser, c'est comment cela se fait-il que Zoro n'ait pas été reconnu plus tôt par justement Koshiro, vu qu'ils ont l'air d'avoir une même lignée. Si on reprend les bails, pour Zoro il y a deux possibilités de son lien de naissance. Première possibilité, il fait partie des familles qui, il y a 55 ans, ont été sur East Blue avec le forgeron qui s'appelle Kozaburo, celui-là qui a créé, justement, qui a forgé Enma ainsi que le Wado Ichimonji. Il a fait partie de ce bateau, de cette famille. Kozaburo a eu Koshiro, Koshiro a eu Kuina, et peut-être qu'une autre partie de la famille a eu justement Zoro. C'est une femme qui a pris le nom de Roronoa, on va y arriver, qui lui, Roronoa, est tout simplement l'un des habitants de cette île qu'il y avait au niveau de East Blue. La deuxième chose qui serait beaucoup plus dingue, serait que Zoro soit né à Wano Kuni. C'est-à-dire que Zoro soit le fils du daimyo de Ringo. Zoro a 21 ans. Il y a 20 ans, Oden est mort. Orochi a pris le pouvoir au niveau de Wano Kuni, et là, Ushimaru s'est dit « Wow, ça commence légèrement à craindre pour ma race, on va lui niquer la bouche, mais si jamais, avec les autres, les Yakuza, etc., on n'arrive pas à latter la bouche de Orochi ainsi que de Kaido, il serait peut-être intelligent, en préparation à ça, d'exfiltrer ma famille, d'arriver à leur faire prendre un bateau pour qu'ils puissent partir. » Bon, alors personnellement, c'est quand même assez chaud, parce que même s'il y a 55 ans, ils ont réussi à partir, il y a 55 ans, c'était pas la même atmosphère qu'il y a 20 ans. Hein. Tous les bateaux, tout ça, je pense que c'était un petit peu condamné, et il y avait quand même la flotte de Kaido qui était là pour niquer les bateaux qui veulent partir. Mais enfin bref, imaginons que le bateau sur lequel était Zoro et la maman de Zoro aient pu s'exfiltrer, et le bateau avait des dégâts, donc ils n'ont pas pu aller jusqu'à l'île où était arrivé Kozaburo, hein, le forgeron, il y a 50 ans. Petit rappel, donc il s'est retrouvé sur une autre île, elle a vécu sur place sous un autre nom, qui est Roronoa, et après, bien sûr, ils sont morts, et après, Zoro est devenu un orphelin, et il a voyagé d'île en île pour, à la fin, grâce au destin, puisse se retrouver face à un ancien descendant de Wano Kuni. Il s'agit tout simplement de Koshiro, ainsi que de Kuina. Maintenant, on passe sur Momo, mais on va aussi parler de Senji ainsi que de Zoro, et du rôle du destin et de l'implication que le destin
peut avoir sur les personnes. Momo a vieilli, il a plus de 20 ans, il a maintenant 28 ans, l'âge que réellement il devait avoir s'il n'avait pas fait le voyage dans le temps. Shinobu l'a fait grandir, Shinobu a les larmes, tout simplement parce que Momo ressemble comme 2 gouttes d'eau à Oden. Il est en mode dragon vénère. Est-ce qu'il va maîtriser assez le pouvoir du dragon pour pouvoir combattre Kaido? Je ne pense pas. Il va seulement être là en tant que symbolique, en tant que dragon qui va venir sauver Wano Kuni. Et ce sera un élément déterminant pour que toute la population de Wano Kuni accepte Momonosuke en tant que sauveur de Wano Kuni et donc futur Shogun. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que du fait qu'il soit plus vieux, du fait qu'il ressemble à Oden, est-ce qu'il a la puissance d'Oden? Ce n'est pas le cas du tout. Parce qu'il n'a pas eu cet historique, il n'a pas eu cette vie qui vont forger la puissance et le mental de la personne. C'est une personne de 28 ans, mais qui a le cœur et l'esprit d'un enfant de 8 ans. Et c'est là où je vais rebondir sur Sanji et Zoro. J'ai lu beaucoup de commentaires qui ont dit c'est un twist, c'est quelque chose d'hyper vu, ça ressemble beaucoup à Naruto où Sanji ainsi que Zoro sont liés à quelque chose au niveau de l'ADN, à une descendance qui fait que la puissance qu'ils vont avoir découle obligatoirement de facteurs extérieurs. Ce n'est pas parce que tu as en toi un ADN, ce n'est pas parce que tu fais partie d'une certaine famille que tu vas obligatoirement avoir les traits. Ce que sont devenus Sanji et Zoro, c'est par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue, par rapport aux choix qu'ils ont faits, par rapport aux coups qu'ils se sont pris dans la tête, par rapport à leur vision du monde qui les entoure, de ce qu'ils veulent en faire. Zoro s'est toujours entraîné. Oui, certes, Zoro fait partie de ces guerriers et a peut-être une aptitude à combattre. Mais cet acharnement qu'il a à combattre, cet acharnement qu'il a à se dépasser, ce but de vouloir devenir le meilleur, c'est peut-être parce qu'il est un descendant de Ryuma, mais ça n'empêche pas que il s'est sacrifié. Ça n'empêche pas qu'il en a chié. Ce n'est pas un pouvoir what the fuck qui lui est tombé du ciel. C'est exactement pareil pour Sanji. C'est ça le chemin de Sanji. Sanji a cet ADN en lui, mais c'est son désir, c'est son cœur qui maintenant lui permet de faire exploser le pouvoir sans avoir eu besoin au préalable de sa Red Suite. C'est-à-dire que ses frères, peut-être qu'ils n'auraient pas eu autant de pouvoir s'ils n'avaient jamais eu leur Red Suite. Sanji est devenu leur égal sans le Red Suite. Alors oui, maintenant il a le Red Suite. Oui, maintenant il va avoir plus de pouvoir. Mais son pouvoir, il l'a mérité. Son pouvoir lui vient pas seulement d'une tenue. Son pouvoir lui vient du cœur. Et ceux qui crachent sur la manière dont leurs pouvoirs ont été amenés, relisez One Piece. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas. Vous êtes toujours là? Vous attendez le bêtisier? Vous avez bien aimé le bêtisier, hein? Il n'y aura pas de bêtisier à chaque fois. Non. Les bêtisiers, c'est un bonus. Les bêtisiers, ça se savoure. Mais je peux vous promettre que cette vidéo
il y a eu pas mal de bourdes, il y a eu pas mal de gaffes et j'aurais pu mettre à la fin ce bêtisier, mais je le garde. On va essayer de faire un petit truc, on va garder les bêtisiers, on va les mettre de côté et on fera une sorte de petite vidéo avec un petit point doc avec justement le bêtisier à la fin. Donc, bah vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo et moi, bah je pars faire le montage. Allez, salut! Ah non, c'est par là.